Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis Eric Bretéché, chef de produit chez ITsoft, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème processus P2P, faisons le point sur les évolutions réglementaires. Donc, pour l'animer, je suis accompagné de Thibaut Hénic, qui est avocat associé en droit fiscal chez Fidal. Bonjour Thibaut, je ne sais pas si tu es là. Bonjour à tous, je suis là, bonjour à tout le monde. Voilà, ça marche. Donc, avant de démarrer, donc juste une petite précision concernant le déroulé de ce webinaire. Donc, pour optimiser l'interactivité, on va dire, nous vous invitons à nous poser vos questions tout au long de cette présentation via la fenêtre de chat sur la partie droite, et nous y répondrons donc à la fin lors de la session de questions-réponses. Donc, comme on l'a dit, pendant les prochaines 45 minutes, on va aborder les évolutions réglementaires liées au processus P2P, donc Purchase to Pay, plus particulièrement tout ce qui concerne le traitement des factures fournisseurs. Donc, je vous propose de voir l'agenda détaillé de cette session. Donc, après une rapide présentation de notre société, et avant de passer directement aux aspects réglementaires proprement dit, nous allons récapituler donc les principaux enjeux liés à la digitalisation et à l'automatisation du processus de traitement des factures fournisseurs. Donc, nous verrons notamment les limites des solutions actuelles et pourquoi nous avons conçu une solution de nouvelle génération à partir du retour d'expérience de nombreux projets que nous avons réalisés chez nos clients. Et puis, je passerai donc ensuite la parole à Thibaut, qui nous fera un panorama synthétique des dernières évolutions réglementaires liées au traitement des factures. Et puis, nous prendrons également le temps d'analyser, de prendre du recul sur ces différentes réglementations. Je pense que Thibaut nous fera également un retour sur les premiers audits réalisés par l'administration fiscale sur la piste d'audit fiable, ce qui nous permettra de mieux comprendre en fait ce qui est demandé. Et puis, nous terminerons cette présentation avec une session de questions-réponses. Donc, le programme est assez chargé. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par présenter très rapidement ITsoft pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre société. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels français spécialisé dans la digitalisation des processus et des documents, c'est-à-dire des processus complexes qui nécessitent de nombreuses interactions avec des échanges de documents sous différents formats. Nous adressons donc tous les processus qui sont liés à la relation client, comme la gestion des adhésions, la contractualisation en ligne, déclaration de sinistre par exemple dans les assurances, mais également des processus internes comme les processus RH ou des processus qualité. Et puis bien entendu les processus qui sont liés à la relation fournisseur, comme le traitement des factures dont nous allons beaucoup parler lors de cette session. Donc nous réalisons plus de 25 millions, presque 26 millions de chiffre d'affaires avec 210 employés et nos solutions sont déployées dans plus de 35 pays. La société est cotée à la Bourse de Paris et nous investissions à peu près 17% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement pour développer régulièrement de nouvelles offres et de nouveaux modules complémentaires. Donc le simple marché du traitement des factures fournisseurs représente approximativement la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc voyons quels sont les enjeux du traitement des factures fournisseurs. Donc à l'origine d'un projet de dématérialisation des factures, il y a toujours un constat de départ. Donc voici les principales raisons, on va dire, qui peuvent mener une entreprise à se lancer dans un projet de digitalisation du traitement des factures, au-delà de simples aspects réglementaires. Donc on a un premier point, bien entendu, qui est la réduction des coûts de traitement, en automatisant toutes les tâches à faible valeur ajoutée, comme les saisies, les tâches de rapprochement ou les tâches d'imputation, et avec l'objectif ici de libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Un autre sujet également, ça peut être d'augmenter la productivité des équipes, et notamment en augmentant le nombre de factures traitées par ETP comptable. Alors c'est toujours intéressant de se benchmarker pour savoir si on est plutôt en capacité de traiter de l'ordre de 9000 factures annuelles par ETP ou si on est plutôt sur 60 000 factures par ETP. Ça nous donne un peu une idée de notre productivité en fait. Un autre point important, c'est la maîtrise des délais de paiement.
Donc il y a une grosse pression du gouvernement sur ce sujet, notamment avec le projet de loi Le Maire qui visait en tout cas à réduire les délais de paiement et augmenter les sanctions avec l'utilisation du name and shame, c'est-à-dire la communication publique du nom de votre entreprise comme mauvais payeur. Ça, Thibaut en reparlera tout à l'heure, je pense. Et puis, au-delà des sanctions, maîtriser les délais de paiement, c'est aussi un bon moyen d'optimiser sa trésorerie en payant à échéance, bien sûr, ou éventuellement de façon anticipée si le fournisseur offre un escompte sur la facture concernée. Alors, bien entendu, il est important d'assurer la conformité réglementaire en traçant, par exemple, tous les échanges liés à la validation d'une facture, notamment dans le cadre de la piste d'audit fiable, ça va être le cœur de notre sujet. Et puis, il faut aussi donner de la visibilité, par exemple, pour identifier les goulets d'étranglement ou optimiser tout simplement le processus. Et puis, l'automatisation de ce processus de traitement permet également de réduire les erreurs, et notamment les doubles paiements, y compris les cas de fraude. Donc, il est toujours intéressant par rapport à ces enjeux, de s'auto-évaluer, de se benchmarker, pour savoir comment on se situe par rapport aux meilleures pratiques. Donc, je vous propose pour cela quelques éléments quantitatifs basés sur une étude du cabinet Arden Partners, qui permet en quelque sorte de comparer les meilleurs élèves par rapport à la moyenne des organisations. Donc on voit ici quelques éléments. Donc on voit déjà un écart de coût de 1 à 5 entre les meilleurs et l'ensemble des organisations interrogées, ce qui permet d'imaginer les gains potentiels en termes de retour sur investissement liés à l'automatisation. Un autre point important, on voit aussi le temps moyen de traitement du facture, c'est-à-dire le temps entre la réception et la mise en paiement. Donc on voit ici que le temps est considérablement réduit. La maîtrise des délais de paiement, on l'a dit, donc ça permet non seulement d'éviter les retards de paiement, mais également d'optimiser sa trésorerie et bénéficier d'escomptes pour paiement anticipé. On voit ici également des critères de performance sur le taux de factures qui sont entièrement traités automatiquement. Donc ça, c'est un aspect intéressant, c'est ce qu'on appelle stress-free processing. Et c'est un aspect d'autant plus important qu'il va jouer à la fois sur les délais et les coûts de traitement. Et ce taux global d'automatisation est lié à la fois à la performance technique de la solution, à la technologie choisie, mais ça va être également lié à la qualité des données qui vont être utilisées pour automatiser, notamment le référentiel fournisseur, mais on en reparlera dans quelques instants. On voit également la proportion de factures envoyées électroniquement, qui est aussi un point à prendre en compte. On voit que les meilleurs élèves envoient plus de factures électroniques. Il existe de nombreuses formes de factures électroniques, comme l'EDI, le PDF, qui peuvent être envoyés par mail, ou même la facture hybride, qui intègre à la fois une image et des données de la facture. Et puis on a un autre point important qui est la proportion de factures avec commande, qui va permettre de faciliter le traitement en faisant des rapprochements automatiques. Donc on l'a vu, la proportion de factures papier peut varier suivant les organisations entre 80 et 50% pour les meilleurs, ce qui va nécessiter de faire de la saisie sur image, ou alors de mettre en œuvre des technologies de lecture automatique de documents. Et quant au reste, donc il va s'agir de factures électroniques. L'idée c'est de voir de quoi on parle lorsqu'on parle de factures électroniques. Donc on voit ici, sur la base d'un rapport récent de Biontis, les différents types de factures électroniques. Donc dans les années 2000, les échanges de factures électroniques se faisaient surtout au format structuré EDI, ce que les anglo-saxons appellent l'invoicing, des invoices. Et puis on voit que depuis, l'échange de documents au format PDF image s'est fortement répandu par sa simplicité d'utilisation, et puis grâce aux évolutions réglementaires qui ont permis ce type d'échange. Puis on voit ici un pic qui a atteint à peu près 70-80% à partir de 2010. Et puis à partir de là, on a vu un nouveau type de format qui est en train d'émerger progressivement, ce qu'on appelle la facture hybride ou la facture mix. C'est un format qui allie à la fois la simplicité d'utilisation et la possibilité d'automatisation grâce aux données structurées qui sont embarquées. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de standards qui émergent, notamment en France, un format qui s'appelle FactureX. Donc si vous ne connaissez pas encore FactureX, je vous invite à regarder
un webinar que nous avons organisé spécifiquement sur le sujet et qui est disponible en replay sur notre site web. Donc dans la rubrique, vous avez la rubrique donc sur le site ITsoft, ressources, événements, et vous trouverez tous nos webinaires en replay dans celui-ci. Donc comme on l'a vu, donc il va rester une proportion importante de factures images, ce qu'on appelle des factures images, qui sont soit issues de la numérisation de factures papier, ou bien de fichiers PDF images qui sont directement envoyés par mail. Donc d'où l'importance d'avoir des outils performants pour extraire automatiquement les données à partir des images. Donc voyons maintenant rapidement à quoi ressemble un processus standard de traitement des factures fournisseurs. Donc on a, vous voyez, sur la partie gauche, donc toute la partie capture, on a les fournisseurs qui envoient globalement leurs factures sous différents formats. Donc ça peut être de l'EDI pour les plus gros fournisseurs, mais aussi du papier qui va être numérisé, ou des fichiers qui sont envoyés sous la façon des PDF images simples qui sont envoyés par mail, ou des factures hybrides. Et tous ces formats doivent être capturés automatiquement sans aucune intervention manuelle, hein, c'est la cible. Donc si on est dans le cas de fichiers structurés type EDI, on va extraire forcément les données à partir du fichier structuré. Sinon, dans les autres cas, il faudra extraire automatiquement les données à partir des images avant de passer à la partie traitement proprement dit. Et ensuite, dans la partie traitement, si les factures référencent des commandes ou des réceptions, on peut automatiser entièrement donc le rapprochement. Et puis si les montants correspondent, on peut mettre la facture directement en paiement. Si tout se passe bien, on peut avoir une proportion importante de factures qui sont traitées en automatique, ce qu'on appelle no touch, stress-free processing. Donc vous avez vu tout à l'heure le type de taux d'automatisation qu'on pouvait atteindre. Après, vous avez le cas des factures qui sont sans commande, donc il faut pouvoir router automatiquement vers les bons valideurs. Et puis, il faut réaliser les imputations en fonction des caractéristiques de la facture. Donc, il faut un workflow assisté pour faire ce genre de choses. Et puis, bien entendu, donc c'est très bien d'automatiser un processus, mais on peut véritablement l'améliorer que si on en mesure la performance. Donc, il faut avoir des bons outils qui permettent de mesurer la performance du processus de bout en bout, et puis identifier les points de blocage qui pourraient empêcher d'atteindre les objectifs. Donc, ça peut être des factures qui restent trop longtemps en validation, par exemple. Ça peut être des problèmes d'écart de prix ou de quantité qui sont trop fréquents avec certains fournisseurs. Ça peut être l'absence de référence à une commande pour certains fournisseurs, ou des factures d'un fournisseur qu'il faut systématiquement reprendre à la main parce que le référentiel fournisseur n'est pas à jour ou que certaines données sont pas suffisamment lisibles pour un traitement automatique. Alors ce qui est également essentiel, c'est de pouvoir donner une visibilité aux fournisseurs sur l'état de traitement de leurs factures. Donc là, c'est intéressant d'utiliser un portail fournisseur. On constate que les services compta fournisseurs sont constamment dérangés par des fournisseurs qui veulent savoir si on a bien reçu leur facture, quand est-ce qu'ils vont être payés, etc. Donc ça peut représenter une charge très importante pour les services compta fournisseurs, parfois même jusqu'à 30% de l'activité. Et puis il faut savoir que sans cette visibilité, certains fournisseurs n'hésitent pas à envoyer plusieurs fois la même facture à différents interlocuteurs, et donc c'est ça qui peut entraîner éventuellement des doubles paiements si le processus n'est pas parfaitement maîtrisé. Voilà pour les besoins fonctionnels. Donc on peut bien entendu adresser ces besoins avec différentes approches. Donc voyons rapidement maintenant les limites des solutions disponibles sur le marché et pourquoi nous, ITsoft, on a voulu lancer une solution de nouvelle génération. Donc pour résumer, il y a aujourd'hui deux types de solutions qui sont disponibles sur le marché. Vous avez des solutions logicielles qui sont installées directement dans votre système d'information. On parle de solutions on-premise qui sont très paramétrables. Et puis de notre côté, on a des solutions qui sont très packagées et qui vont être disponibles dans le cloud. Alors, il faut savoir que ce sujet, bien entendu, la dématérialisation des factures fournisseurs, c'est pas un sujet nouveau. Les grandes entreprises gérant déjà des centaines de milliers de factures par an ont généralement mis en œuvre des solutions basées sur des technologies de scan, d'OCR, de LAD, avec une JET, des workflows, etc. En général, ils ont déployé ça on-premise. Ce type de solution nécessite généralement de lourds projets d'intégration. Et puis, il faut former les ressources techniques qui sont indispensables pour surveiller, optimiser régulièrement les taux d'automatisation qui peuvent se dégrader dans le temps. Alors, avec ce type de solution, le taux d'automatisation est extrêmement dépendant de la qualité aussi, également du référentiel fournisseur qui va être utilisé pour identifier automatiquement le fournisseur d'une facture. Et les référentiels fournisseurs comportent souvent des doublons, des informations manquantes ou erronées qui pénalisent l'automatisation.
Alors ça n'a l'air de rien, mais si on fait passer un taux de lecture de 50 à 85%, par exemple, on multiplie par 3 le nombre de factures traitées par ETP. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le sujet. Bon, cela dit, bien qu'elle soit relativement chère à intégrer, exploiter, à faire évoluer, donc ces solutions ont permis malgré tout de dégager un ROI important sur de gros volumes de factures, et on qualifie en général ces solutions de première génération. Et puis on a une deuxième solution, deuxième génération de solutions, qui sont proposées en SaaS, dans le cloud, qui est apparu maintenant depuis à peu près une dizaine d'années, et qui ont permis à des organisations gérant de plus faibles volumes de factures de digitaliser ce processus à des coûts abordables. Donc, Solution propose en général une solution packagée à partir d'un workflow standard, simplifié, avec souvent un scope fonctionnel limité. Donc, on va pas forcément pouvoir gérer automatiquement par exemple, les acomptes ou les différents types d'avoirs, ou pouvoir gérer des plans de compte différents en fonction des entités juridiques, ou mettre en place des workflows avec des notions de devises de référence, par exemple, pour des seuils de validation. Donc, c'est important de regarder, on va dire, l'étendue fonctionnelle de ce type de solution avant de se décider. Il faut faire également attention avec ces solutions cloud au taux de lecture, car on l'a vu, il reste encore de nombreuses factures au format image, et si on a des faibles taux de lecture, ça va entraîner pas mal de corrections manuelles, et donc ça va pénaliser les taux d'automatisation. Les solutions cloud proposées en standard proposent en général assez peu également de tableaux de bord en standard, ne permettent pas non plus forcément d'en créer de nouveaux, donc ça limite un peu les possibilités de pilotage de la performance de la solution. Et c'est souvent des solutions qui sont plutôt adaptées pour les cabinets d'expertise comptable ou des TPE, et qui permettent pas forcément de répondre aux besoins de PME en croissance, des ETI ou des grands groupes internationaux avec de nombreuses entités juridiques. Donc c'est par rapport à cet état des lieux finalement que nous avons décidé de sortir, de lancer notre nouvelle solution, Streamline for Invoice, pour dépasser les limites de ces deux générations précédentes, avec une solution qui est à la fois une solution cloud, mais avec une approche un petit peu disruptive par rapport aux solutions actuelles. Donc l'idée, c'est qu'en capitalisant sur tous les projets, en fait les centaines de projets qu'on a menés dans des contextes très variés, on a sorti une solution cloud de dernière génération qui propose des processus génériques qui sont hautement personnalisables et extensibles, avec une richesse fonctionnelle qui soit capable de s'adapter aux besoins de chaque entreprise. Donc ça a été conçu dès le départ pour ça. La solution intègre également ce qu'on appelle la CAS, la Capture as a Service. Donc c'est un service cloud de lecture automatique des factures qui est entièrement opéré par ITsoft et de façon mutualisée dans le cloud pour tous les clients. Et ça nous permet, ça permet à nos clients d'obtenir les meilleurs taux de lecture du marché sans aucun effort de paramétrage de la part des utilisateurs de la solution. Donc il y a de nombreux clients nous demandaient pourquoi ils devaient se préoccuper des taux de lecture. Donc ils ont désormais un web service dédié à cette tâche extrêmement performant. Un autre aspect important, c'est la plupart des solutions cloud proposent uniquement une intégration avec des ERP via des échanges de fichiers. C'est une intégration dite asynchrone qui est plus simple à mettre en œuvre, mais qui n'utilise pas forcément les contrôles qui sont déjà présents dans les grands ERP comme SAP, Oracle, Dynamics 360. En résultat, on a des erreurs avec cette approche-là lors de l'import des factures dans l'ERP qui doivent être retraitées manuellement. Alors si on voulait éviter ces erreurs, il faudrait réécrire une bonne partie des contrôles. C'est pas toujours possible. Donc c'est là où l'utilisateur d'un connecteur synchrone permet d'appeler directement les contrôles qui sont présents dans les ERP, et ça permet d'éliminer entièrement les erreurs liées à cette phase-là. Et puis enfin, la solution embarque un module analytics qui propose en standard tous les indicateurs nécessaires pour piloter le processus de bout en bout. Et il permet également de concevoir, adapter, déployer très très facilement les tableaux de bord personnalisables sans avoir besoin de passer par l'informatique, comme c'était le cas avec les outils classiques de BI. Donc ça, c'est un point essentiel qu'on couvrira plus en détail lors d'un de nos prochains webinars. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie techno. Je vais maintenant passer la parole à Thibaut Nick du cabinet Fidal, qui va entrer dans le cœur du sujet avec un rappel des dernières évolutions réglementaires liées au traitement des factures. Donc c'est à toi Thibaut. Oui, rebonjour. Donc merci Eric de me passer la main. Donc Fidal, cabinet d'avocats, spécialisé notamment en fiscalité.
Donc, je vais vous présenter d'abord un petit rappel des modalités de facturation et des dernières modifications qui ont pu avoir lieu, ainsi que un rappel sur les modalités d'archivage de ces factures, qui est le sujet connexe avec le propos d'Éric. Et on passera ensuite à un peu une séance de questions-réponses sur effectivement les difficultés qu'on peut rencontrer sur les passages entre le papier, le numérique et les factures électroniques. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2013, donc ça commence à dater un petit peu maintenant, mais on est sur un process de facturation qui désormais est libre. Ça veut dire que une entreprise peut choisir des modalités de facturation qu'elle souhaite, avec une volonté d'avoir une même approche des factures papier ou des factures électroniques, avec quand même du coup 3 conditions qui sont requises pour avoir des factures valables. C'est-à-dire que les entreprises doivent garantir vis-à-vis de l'administration fiscale l'authenticité de l'origine de leur facture, l'intégrité de leur contenu et de leur lisibilité. Alors, l'authenticité de l'origine, c'est garantir que la personne qui se mentionne comme émetteur de la facture est la bonne personne. Donc là, on est vraiment dans la lutte contre la fraude fiscale, la fausse facture qui serait au nom d'une personne qui n'aurait pas vraiment rendu la prestation, par exemple. La deuxième condition, l'intégrité, c'est de venir démontrer que dans le cadre d'un process de facturation, le contenu de la facture n'a pas été modifié, que le montant n'a pas été modifié par l'acheteur, que il n'y a pas eu une perte de données dans le cadre du transfert. Et puis la dernière condition qu'on doit pouvoir apporter à l'administration fiscale, c'est que nos factures doivent toujours rester lisibles. Alors ce qu'on prend bien sur les factures papier, et pour les factures électroniques, effectivement, c'est qu'on puisse avoir une image finalement lisible par un inspecteur des impôts, tout simplement, de la facture, quand bien même elle serait constituée de données informatiques. Donc, dès lors que on a considéré que on pouvait faire des factures sur le format qu'on souhaite, c'est-à-dire que l'administration vient nous demander, nous entreprises, de pouvoir démontrer qu'on garantit ces 3 principes que je vous ai énoncés par différents procédés. Alors, il y a un procédé général qui peut s'appliquer à toutes les factures, qui est celui de la piste d'audit fiable. C'est-à-dire que cette piste d'audit, elle s'applique à la fois, il faut bien le comprendre, aux factures papier, et elle s'applique à toutes les factures électroniques qui ne sont pas spécifiquement des factures signées électroniquement avec une signature avancée, ou ce qu'on appellera l'EDI fiscal. Donc cette piste d'audit, en fait, c'est quoi? C'est l'obligation pour l'entreprise de mettre en place en interne des contrôles qui sont permanents et qui permettent de vérifier, de montrer à l'administration qu'à chaque étape du process de facturation, de son émission à sa réception, les 2 entreprises ont vérifié que les principes d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité étaient respectés. Donc c'est vraiment du contrôle interne, et on en dira un peu plus après. Je suis dispensé de faire cette piste d'audit seulement dans 2 hypothèses. Soit parce que je me fais des échanges de factures avec des procédés de signature électronique avancés, donc avec un niveau de sécurité RGS 2 étoiles, ou parce que j'ai mis en place entre les parties un système EDI qui lui répond aux conditions fiscales, et ce qu'on appelle généralement l'EDI fiscal. Cela nous amène quand même à une conclusion et à un constat maintenant depuis 2013, c'est qu'en réalité, la piste d'audit fiable, elle est incontournable parce que finalement, elle vise toutes les entreprises, parce que toutes les sociétés sont amenées à un moment ou à un autre, soit à émettre, soit à recevoir au moins des factures papier. Et donc il n'y a aucune entreprise qui est 100% électronique. Et du coup, la conséquence concrète de ça, et on en reparlera tout à l'heure, c'est que les services vérificateurs aujourd'hui peuvent quasiment à chaque contrôle fiscal venir solliciter dans toutes les entreprises finalement la production d'une piste d'audit, d'une documentation de leur piste d'audit, c'est-à-dire tout simplement montrez-moi les contrôles que vous avez mis en place au sein de l'entreprise pour garantir la fiabilité de vos process factures. Alors, ça nous amène à nous dire finalement qu'est-ce que sont que ces contrôles et que doivent mettre en place les entreprises dans le cadre de cette piste d'audit. Ces contrôles, ils doivent vous permettre d'assurer que toutes les données relatives à la facturation sont complètes, exactes et n'ont pas fait l'objet de modifications. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on disait au départ, ce qu'on s'appelle l'intégrité de la facture. L'administration veut absolument que vous puissiez démontrer que vous n'avez pas modifié les factures lors des différents échanges.
La deuxième condition, c'est que la facture est adressée à la bonne personne et au bon moment. Donc là, on est sur la condition, effectivement, de l'authenticité de l'origine et du destinataire. Ce que recherche l'administration aussi, dans le cas de cette épisodie, c'est que vous puissiez démontrer que votre facture correspond bien à une opération réelle. Donc ça veut dire que c'est pas une fausse facture, il y a une opération réellement faite, donc une vraie vente ou une vraie prestation de service qui est rendue derrière, ce qui implique de faire le lien souvent entre votre facture et votre contrat ou la réalisation exacte de la prestation de service. Et l'autre obligation, c'est aussi de pouvoir démontrer la chronologie de vos opérations. Donc, il faut que l'administration puisse effectivement retracer chacune des étapes de votre process de facturation. Et enfin, que les opérations sont traitées dans le respect des normes en vigueur. C'est-à-dire que l'administration va assez loin en disant finalement vos contrôles doivent aussi mettre en évidence que vous vérifiez, par exemple, les mentions obligatoires sur les factures que vous recevez de vos fournisseurs. Donc, quelles sont, vous savez que dans le Code général des impôts, il y a un certain nombre de mentions obligatoires qui sont mentionnées. Donc voilà, donc cette piste d'audit, ce sont ces contrôles internes que vous devez mettre en place au sein de l'entreprise pour tous vos process de facturation, sauf si vous avez l'EDI fiscal, la signature électronique, et qui doivent être mis en place et qui doivent être documentés, c'est-à-dire que vous devez rédiger quelque part les contrôles que vous mettez en place. Alors, il y a un certain nombre d'enjeux liés à ça, parce que cette documentation, c'est en fait un élément de votre dialogue dans le cadre du contrôle fiscal. Donc, c'est vraiment un exercice de maîtrise du contrôle fiscal. Ça veut dire qu'il faut à la fois éviter d'avoir des documentations qui soient peu fournies, parce que une documentation qui est peu fournie, eh bien, elle peut vous mettre dans une difficulté, et notamment l'application des sanctions qui sont pas neutres. Je rappelle je précise que les sanctions sont la remise en cause de la TVA déductible par le bénéficiaire de la facture. Et au niveau de celui qui émet la facture, l'émetteur, ça peut être des amendes qui, en théorie, de 50% du montant facturé, ces amendes pour fausse facture, ramenées à 5% si la facture est correctement comptabilisée. Néanmoins, ça fait quand même 5% de la facture. Donc voilà, avoir une documentation qui est quand même suffisamment précise pour éviter l'application de ces sanctions. D'un autre côté, et c'est l'autre écueil, une documentation qui est trop fournie peut donner peut-être trop d'informations à l'administration que ce qu'elle est en droit d'attendre, et lui permettre de faire notamment des croisements de données avec d'autres documents qu'elle est susceptible de vous donner aussi. On pense aux fichiers des écritures comptables, à certains éléments de vos comptes analytiques ou à vos documentations de prix de transfert. Donc, on est de plus en plus amené à fournir de l'information à l'administration dans le cadre des contrôles fiscaux et à préparer cette information au préalable. Et dans la mesure où c'est de l'information qu'on doit préparer préalablement, eh bien, il faut vérifier que ces informations sont concordantes et pas effectivement qu'il n'y ait pas de contradiction entre les différents documents, ce qui n'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui rédigent, notamment quand on est dans des grandes structures un peu complexes. Donc nous, au-delà de ce qu'on peut dire en retour d'expérience sur la préparation de ces documentations épisodiques avec nos clients, c'est que faut pas l'envisager uniquement comme une obligation finalement de satisfaire une obligation fiscale. Il faut le voir comme un atout aussi pour la gestion de vos entreprises, et je rebondis sur ce que disait Eric, sur tous les avantages que l'on peut avoir à notamment dématérialiser ou numériser ces flux factures entrants. Donc c'est une vraie opportunité pour l'entreprise de valider et d'améliorer en fait les procédures en matière de facturation. C'est-à-dire qu'on découvre dans le cadre de ce travail de rédaction de la piste d'audit, finalement, qu'il y a peut-être des imperfections, qu'il y a des choses à modifier, ou que on peut avoir besoin de solutions, d'outils nouveaux, plus performants pour améliorer le flux des factures. Donc, c'est un bon outil de gestion sous de contrôle interne pour les fiscalistes et pour les directeurs financiers, et c'est souvent un bon argument, si vous voulez, pour pouvoir, en tant que directeur comptable ou directeur financier, faire aussi passer des messages en interne pour demander à ce qu'il y ait un peu plus de rigueur dans le traitement des flux factures, et de sorte à mieux maîtriser vos risques.
Voilà donc, si vous voulez, pour le panorama et sur effectivement les exigences que vous avez aujourd'hui en termes de contrôle dans le cadre de vos échanges factures. À la fin du process, lorsque vous avez reçu ou émis une facture, vous êtes tenu à une obligation de conservation et une obligation d'archivage de ces factures. Alors, jusqu'à présent, on avait un principe simple. Il faut comprendre que l'administration fiscale et le législateur envisagent toujours les choses de la même façon, c'est-à-dire qu'une facture, elle est émise par un émetteur qui lui va devoir envoyer l'original à son client, et donc cet émetteur qui envoie l'original de sa facture à son client, lui en tant qu'émetteur, il va devoir garder le double original, c'est-à-dire qu'il a une obligation de conservation et d'archivage du double original, et c'est son destinataire qui lui a l'obligation de conserver un original. Donc pour l'administration, ce qui est très important, et quel que soit finalement le format de votre facture, c'est de venir rappeler ce principe. Donc elle va chercher à vous indiquer, suivant vos hypothèses, facture papier ou facture électronique, qu'est-ce qui est le double original à conserver par l'émetteur et qu'est-ce qui est l'original à conserver par le destinataire. Et c'est là où le sujet devient un peu complexe. Lorsque une facture est d'abord, par exemple, établie sur un support papier mais se trouve numérisée par le destinataire, ou inversement, une facture émise selon des procédés électroniques par un émetteur et finalement est imprimée et transmise par voie papier, l'administration vient en fait ici essayer de déterminer, nous expliquer ce qui, dans chacune de ces hypothèses, est l'original à conserver par le destinataire et où est le double original à conserver par l'émetteur. Donc, jusqu'à présent, on avait un principe simple qui était, jusqu'à l'année dernière, qui était de dire, finalement, on doit conserver en double original ou en original un document qui est la même forme que le document original. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier le format d'une facture. Donc si j'avais établi une facture papier, je devais garder un double original papier au niveau de l'émetteur et l'original en papier par le destinataire. Alors, il y avait déjà eu des évolutions parce que, évidemment, les entreprises étaient en demande de pouvoir numériser et conserver sous des formats numériques les factures papier. La première évolution qu'on a eue, ça a été dans un premier temps d'autoriser les émetteurs à conserver un double original numérique de leur facture papier, avec des conditions qui sont d'enregistrer ce double numérique sur un support physique non réinscriptible ou au moyen d'une signature électronique avancée ou d'un processus d'empreinte. Donc possibilité offerte de numériser le double original pour l'émetteur, mais sous conditions techniques. Et de la même façon, dans la mesure où les opérateurs ont une obligation de conserver tous les documents qui ont force probante dans le cadre de leur piste d'audit, ça peut être par exemple des bons de livraison, des bons de commande, on leur demandait aussi pour ces différents documents de les conserver sur leur format original. Ça voulait dire par exemple d'être capable de justifier de la conservation de bons de livraison ou de bons de commande sous format papier. Donc là encore, l'administration, en 2016, avait fait un pas en acceptant que ces documents puissent être numérisés et conservés sous forme numérique. Là encore sous conditions techniques, parce que il nous fallait une numérisation qui garantisse une reproduction à l'identique et avec l'utilisation d'un procédé de signature électronique avec un niveau RGS 1 étoile notamment. Donc on voit bien à chaque fois toujours la même logique. Vous avez le droit effectivement d'abandonner le papier, de numériser, mais vous devez mettre en place des modalités techniques précises pour pouvoir justifier de garantir l'intégrité du contenu. L'année dernière, et c'est la dernière étape que l'on a connue, l'administration a fait encore un pas en acceptant désormais que les factures puissent elles-mêmes être numérisées, et cette fois-ci les factures reçues. Donc c'est-à-dire les factures au niveau du destinataire, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où je reçois maintenant une facture papier, et ce depuis mars 2017, j'ai le droit de conserver un original, enfin une copie de l'original papier sous forme numérique. Là encore, évidemment, assorti
de conditions techniques, c'est-à-dire qu'il faut que les couleurs soient reproduites à l'identique. Donc il faut vraiment avoir une copie conforme à l'original. Un traitement des images, le traitement des images est interdit. Et encore une fois, il faut qu'il y ait un archivage numérique qui répondent à l'une des conditions techniques. Alors l'administration nous propose quatre procédés, soit un cachet serveur fondé sur un certificat conforme au moins au référentiel général sécurité RGS une étoile, soit une empreinte numérique, soit une signature électronique, là encore avec un certificat avec un niveau de conformité RGS une étoile, soit un dispositif de sécurité équivalent, mais délivré par une autorité de certification qui est un tiers de confiance. Conditions qui concernent tous les éléments, chaque fichier doit être horodaté au moyen d'une source d'horodatage interne, effectivement, pour pouvoir effectivement dater de la date à laquelle le process est numérisé. Donc ça, c'est vraiment le point que les entreprises attendaient vraiment, la possibilité finalement de numériser les documents papier entrants et donc les factures entrantes. Voilà pour les dernières avancées. Alors tout dernièrement et début 2018, vous avez peut-être vu passer aussi, l'administration est venue commenter ces dernières dispositions. Alors c'est des commentaires administratifs qui apportent assez peu par rapport au décret parce que de toute façon on connaissait déjà les conditions techniques. On sait juste par exemple qu'à titre de tolérance, il est admis dorénavant que la condition de conservation des couleurs n'est utile que lorsque ça a un impact sur les mentions obligatoires, sur les éléments essentiels de la facturation. Par exemple, on peut imaginer de scanner en noir et blanc une facture dont les seuls éléments colorisés seraient le logo, parce que le logo n'est pas un élément obligatoire de la facture. Alors, on avait pensé, on reçoit régulièrement des questions pratiques, donc on voulait vous faire part effectivement de ces différents sujets. La question qu'on nous pose généralement, dès qu'on parle de la piste d'audit fiable, c'est effectivement, est-ce que cette piste d'audit fiable, elle est contrôlée par l'administration ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, il y a une accélération de la mise en conformité des entreprises sur les années 2016-2017, qui effectivement liées à des demandes de plus en plus fréquentes de l'administration fiscale de la piste d'audit. Donc, on va pas dire qu'on est sur des demandes systématiques des contrôleurs des impôts, parce qu'il y en a que ça intéresse pas, parce qu'ils restent libres, si vous voulez, de le demander ou pas. On n'est pas un peu comme dans le FEC, dans une démarche quasi systématique ou obligatoire. Donc, on est plutôt dans une démarche qui est laissée à la libre appréciation de l'inspecteur des impôts. Mais aujourd'hui, les inspecteurs, ils ont été formés, et un certain nombre posent la demande. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit l'entreprise avait déjà créé sa documentation, soit ne l'avait pas fait. Lorsqu'elle l'avait pas fait, ou certaines essayent de le faire dans le cadre du contrôle fiscal, c'est faisable. On l'est déjà assisté dans ce cadre-là. Si l'administration laisse un peu de temps, on n'a pas trop. On peut arriver à documenter finalement les contrôles qui existent parce que toutes les entreprises en ont. Voilà. Et puis parfois on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, ou même la documentation que l'entreprise rédige n'est pas acceptée par l'administration. Alors quand l'administration rejette les contrôles, c'est qu'effectivement elle considère que il y a des éléments ou des étapes ou des documents justificatifs qui sont pas suffisamment conservés. Dans ces cas-là, elle établit un PV de carence dans lequel donc un procès-verbal de carence dans lequel elle rappelle quelles sont les sanctions. Elle rappelle que la sanction, c'est la perte du droit à déduction sur les factures entrantes et potentiellement des amendes sur les factures sortantes. Et elle dit qu'elle demande à l'administration, en fait, elle demande à l'entreprise, de se mettre en conformité en vue du prochain contrôle. Et à date, elle ne notifie pas encore de sanctions. En tout cas, moi, je n'ai pas encore de dossier notifié de sanctions, parce qu'il reste dans une phase 1 un petit peu de mise en œuvre. Mais là-dessus, il faut être vigilant, parce qu'il n'y a aucune consigne nationale en ce sens, et ils peuvent d'ores et déjà prendre les sanctions s'ils estiment que, clairement, l'entreprise n'a pas pris les diligences nécessaires. Et il faut aussi avoir en tête que plus l'entreprise est grande, plus l'exigence de l'administration est importante. Évidemment, l'administration s'estime en droit d'en demander plus à une grande entreprise qu'à une petite entreprise.
Donc on est aujourd'hui dans cette situation et on pense que voilà, on devrait connaître les premiers dossiers sanctionnés, soit cette année, soit l'année prochaine. À l'évidence, l'administration considère que maintenant 5 ans se sont écoulés et que le temps du contrôle normal est arrivé. Alors voilà pour les contrôles épisodiques. Une question fréquente, une autre question fréquente et qui nous ramène en fait aux conditions de l'archivage, c'est comment conserver une facture PDF envoyée par email. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui se sont pas encore forcément mis en place des procédures pour traiter ces PDF et se disent bon, moi je sais pas trop encore comment faire, je sais pas encore comment les conserver, donc je les imprime et je les conserve sous format papier. Ce qu'il faut, c'est que l'administration, elle, tente de traiter le sujet, mais elle tente de traiter le sujet avec ses principes, et c'est vrai que là, parfois, elle bute un peu sur une difficulté. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que ce qui est important pour l'administration, si vous voulez, c'est dans un premier temps, de distinguer, de savoir si la facture que vous envoyez en PDF est une facture électronique ou une facture papier. Alors, elle distingue deux cas. Elle nous dit, soit la facture, elle est émise électroniquement, elle n'est pas imprimée par l'émetteur, et elle est adressée par email. Donc, je génère ma facture voilà, sur mon système d'information, et je l'envoie par mail sans jamais passer par un process d'impression. Là, l'administration nous dit, c'est une facture électronique. Donc, chacune des parties doit assurer, garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité de la facture, soit par une épisodie fiable, soit si elle a mis en place une signature par un procédé de signature électronique, à ce moment-là RGS 2 étoiles. Dans ce cas-là, les conditions de conservation et d'archivage, eh bien, c'est sous le format original, c'est-à-dire sous format électronique. Il n'y a pas de contrainte particulière si on est dans le ressort de la PAF, ou si on est dans un système de signature électronique, il faut conserver effectivement les différents éléments du certificat de la signature. Ça, c'est la solution simple, c'est celle à laquelle doivent tendre les entreprises. La deuxième situation qui pose problème à l'administration, c'est lorsque la facture est émise électroniquement, mais est imprimée par l'émetteur, scannée et réadressée par mail. Donc là, on a un process un peu complexe où, pour une raison qu'on ignore, il y a un moment donné, il y a un process d'impression. Là, l'administration fait une sorte de blocage parce qu'elle dit, à partir du moment où il y a eu un passage par le papier, finalement, la facture est une facture papier. Bon, à partir de là, si c'est une facture papier, l'original à conserver et le double original à conserver devrait être papier. Mais on a un gros problème, c'est que le destinataire de la facture n'a jamais reçu la facture papier. Donc là, on a une difficulté entre finalement une obligation légale qui serait de conserver une facture papier, une impossibilité matérielle de le faire pour le destinataire. Alors là, l'administration, du coup, a sorti une tolérance en nous disant, bon, dans ces cas-là, j'admets que l'émetteur puisse conserver un double numérique de sa facture sous réserve de respecter les conditions de numérisation qu'on a vues tout à l'heure. Et au niveau du récepteur, de considérer qu'il reçoit effectivement une facture électronique. D'ailleurs, généralement, il ignore même qu'il puisse y avoir une impression. Et c'est là le problème, c'est qu'on lui demande d'utiliser un procédé de signature électronique dans ce cas-là. Donc finalement, une obligation un peu plus renforcée. Et puis c'est présenté comme une mesure de tolérance, mais en même temps, cette mesure, elle va expirer, suivant la taille des entreprises, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. Ce qui voudrait dire qu'on se retrouvait dans une difficulté à compter de ces dates pour ce type de process. Donc ici, il y a deux choses qui peuvent être dites d'ores et déjà par rapport à ça. Et c'est souvent la question des clients, à dire mais comment l'administration peut savoir si, au même titre d'ailleurs que le destinataire, que la facture a été ou non imprimée. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est des éléments un peu théoriques plaqués sur des pratiques et effectivement, on voit pas comment l'administration pourrait finalement aller voir ce niveau de détail dans vos flux de facture. Et en tout cas, en pratique, c'est pas le genre de questions sur lesquelles penchent les inspecteurs. Donc on est plus ici dans une volonté de l'administration de traiter des cas pratiques avec leurs principes théoriques, mais on a du mal à ressentir l'application concrète de ça. Dernière question, et on passera aussi aux questions des auditeurs. Dernière question qu'on s'était préparée et qui nous remonte souvent.
est-on dans l'obligation d'accepter des factures électroniques, hein. Effectivement, lorsque l'émetteur souhaite passer en facture électronique, est-ce qu'il peut imposer ce choix à son destinataire? Aujourd'hui, il faut toujours demander l'accord du destinataire pour adresser une facture électronique. Pourquoi? Parce que c'est prévu par la directive TVA de l'Union européenne. Et c'est une directive que l'administration française et que la loi française est obligée de respecter. Voilà. Et puis pour que ça change, il faudrait que les 27 États membres se mettent d'accord. Donc techniquement, aujourd'hui, on peut considérer que de toute façon, l'obligation existe toujours et qu'elle a encore de beaux jours devant elle, même s'il y avait eu un projet en France pour mettre fin à cette obligation, d'avoir l'accord du destinataire, et puis pour encourager la facture électronique et pour forcer les destinataires à l'accepter. Aujourd'hui, ce projet n'existe plus et de toute façon, il ne serait pas conforme à la directive TVA, donc il serait illégal. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Et c'est là parfois où il y a une confusion, c'est-à-dire que rien n'interdit à un État membre de prévoir une réglementation qui oblige l'émetteur, sur demande du destinataire, à adresser ses factures sur format électronique. Et il existe déjà une loi là-dessus en France, c'est avec le système Chorus, qui prévoit ce type d'obligation pour les factures que des entreprises doivent adresser à des personnes morales de droit public. Donc, pour encourager la signature électronique, la facture électronique, parce que c'est pas un système de signature, pour limiter la gestion du papier dans les administrations, effectivement, la réglementation oblige aujourd'hui les entreprises privées qui facturent des personnes publiques à utiliser le portail Chorus et à émettre des factures électroniques, ce qui est une manière un petit peu de contourner la difficulté qu'on a relevée tout à l'heure prévue par la directive TVA. Voilà pour le propos de Fidal. Donc quelques précisions sur Fidal. Et je rends la main à Eric pour peut-être traiter des questions qui ont pu être posées. Parfait, merci Thibaut pour cette présentation très détaillée. Alors on regarde s'il y a effectivement quelques questions. Très peu pour l'instant, malgré tout. Quelques-unes. Alors oui, il y en avait une sur. Alors d'abord, merci pour cette précision là, sur l'obligation d'acceptation d'une facture électronique, parce que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Il y avait eu une confusion avec l'article, enfin une confusion. Il y avait cette histoire d'article 222 de la loi Macron qui envisageait d'obliger les entreprises à accepter une facture électronique. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup en ce moment que cette obligation existe, mais merci de préciser que c'est pas le cas. Et puisqu'on en est là dans les projets, il y a également le projet de loi Le Maire sur j'avais abordé un peu en introduction sur les délais de paiement, les réductions des délais de paiement et les sanctions. Est-ce qu'il y a du nouveau? Alors c'est un projet, effectivement, il y a eu de l'annonce faite par le ministre sur effectivement raccourcir les délais de paiement. C'est un projet de loi d'IPACT qui devrait passer au Conseil des ministres au mois de mai, donc très bientôt. Aujourd'hui, on n'a pas la version définitive de ce qui serait passé, présenté au Conseil des ministres. Ce qu'on entend des indiscrétions, c'est que plutôt que de réduire les délais de paiement, on serait plutôt sur un renforcement des sanctions pour faire respecter ces délais de paiement et sur un renforcement aussi des moyens d'action. C'est vrai que parfois en France, on pêche par trop de lois, trop de règles, et puis en fait, finalement, on se donne pas toujours les moyens de les faire respecter. Donc aujourd'hui, ce gouvernement irait plutôt dans la deuxième direction, ce qui rend d'autant plus crucial finalement la nécessité d'avoir des process de facturation qui soient fluides, rapides, efficaces, pour pouvoir renforcer pouvoir respecter ces délais de paiement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie volonté, encore une fois, d'avoir plus de moralité, si je puis dire, sur ce sujet-là, et donc qui est un vrai problème. Et donc, ce serait pas tant le raccourcissement des délais de paiement que le renforcement des sanctions et des moyens mis en œuvre pour les sanctionner. Donc, c'est l'autorité compétente dans la DGCCRF. Ouais. Ok. Donc on a une autre question qui est assez précise. Alors dans le cadre réglementaire, dématérialisation fiscale, autofacturation, pour fluidifier le traitement de facture, est-il possible que le client émette une note de débit
donc un avoir pour un écart de prix, pour le compte du fournisseur, et quelles sont les conditions d'acceptation du fournisseur? C'est un peu précis. Ok. Oui, on peut. Effectivement, donc juste pour que tout le monde comprenne bien, donc on a le système d'autofacturation qui fait que le vendeur donne le pouvoir en fait à son acheteur de s'auto-facturer. Voilà, donc d'émettre la facture au nom et pour le compte du vendeur. Donc dans ces cas-là, aujourd'hui, l'acheteur a le droit d'émettre la facture. La réglementation, alors de mémoire, nous indique qu'effectivement il peut autofacturer de sa propre initiative dès lors qu'il a le mandat. En revanche, il peut normalement pas faire de note d'avoir de sa propre initiative. Il doit d'abord recueillir l'accord de son vendeur, parce qu'on est effectivement sur la correction du prix. Et à ce moment-là, effectivement, s'il obtient cet accord, il doit pouvoir le faire. Mais il doit demander l'accord en fait, parce que s'il y a un litige sur le prix, effectivement, en tant que mandataire, il peut pas de lui-même diminuer le montant qui serait dû au vendeur. Parfait, merci. Alors, une question par rapport à la copie fiable là dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire pourquoi mettre en œuvre ce mécanisme de copie fiable si on peut recevoir simplement la facture en PDF? Donc ça, effectivement, c'est un point qu'on a abordé. On peut tout à fait recevoir ou comme vous l'avez dit, Thibaut, effectivement, demander à son fournisseur d'envoyer directement une facture en format PDF, ce qui évite de la scanner et de devoir faire une signature pour archiver une copie, pour supprimer le papier. C'est un peu ça l'idée, j'imagine. Oui, on peut parfaitement le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus des réticences culturelles et une organisation derrière à mettre en place. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont l'habitude de traiter de la facture papier et qui, reçoivent de plus en plus des factures par email et ils se disent mais est-ce que j'ai le droit de l'imprimer moi-même? Est-ce que je dois redemander un papier? Et si je veux la conserver comme telle, comment je procède? Et c'est vrai que là, on voit des comptables, ils n'ont pas forcément, dans l'entreprise, qui n'ont pas forcément mis en place les process pour conserver ces PDF. Et c'est là où aujourd'hui vous avez une vraie possibilité de mettre en place des procédures de conservation de ces PDF pour ne plus avoir à passer par la phase impression et conservation papier, quoi. Okay. Effectivement, sera beaucoup plus efficace et on commence dans l'entreprise qui se mettent vraiment dans l'idée de noter des procédures pour ça, quoi. Ok. Bon, après, il y a une question un peu technique sur où trouve-t-on un certificat électronique du niveau requis? Donc là, effectivement, on parle de... Bon, a priori, si c'est de la signature électronique ou du cachet serveur, on achète ça chez un fournisseur chez un tiers de confiance. Oui, c'est ça. C'est les entreprises spécialisées. Voilà, il faut juste et puis ITsoft on fournit également un service nous de optionnel de signature en fait de facture donc sous la forme du cachet serveur. Il faut juste s'assurer qu'effectivement le cachet correspond bien au bon niveau requis suivant l'usage qu'on veut en faire. Est-ce que si c'est pour émettre une facture, ça sera du RGS 2 étoiles. Si c'est pour archiver en copie fiable, ce sera du RGS 1 étoile. C'est ça. Voilà. Une question aussi sur... on a un peu abordé la notion de facture hybride. Alors c'est un peu particulier, je suis pas certain que la réglementation soit encore beaucoup évoluée là-dessus. La facture hybride, c'est lorsqu'on a l'image avec les données en même temps, finalement. Alors qu'est-ce qui est original? Effectivement, qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on a un écart entre les deux, entre l'image et les données? Alors là, on a, alors là, l'administration, c'est à ma connaissance jamais prononcé là-dessus. Et donc l'écart entre les deux, c'est difficile de vous dire aujourd'hui que l'administration considérait que ce soit l'image, soit les données qui seraient les données pertinentes, fiables.
J'imagine dans un domaine comme ça, l'idée c'est quand même que le système d'information du destinataire vienne aller récupérer les données directement et intègre ça dans sa comptabilité. Et effectivement, normalement, la facture doit être lisible. Et donc, ce qui est lisible, normalement, c'est plutôt l'image. Donc, clairement, on voit sans doute un écart. Aujourd'hui, on n'a pas de recul. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que il y a une obligation de piste d'audit et de contrôle permanent. Et donc, au moment où je reçois ce type de facture, il apparaît évident que celui qui reçoit est censé avoir un contrôle qui permette de vérifier que les données sont conformes à ce qu'il y a sur l'image. Parce que s'il intègre des données différentes de ce qui va être peut-être l'image probante, c'est que justement il y a une faille dans ces contrôles. Et donc, je pense que clairement ici l'administration s'en droit de dire vos contrôles sont pas efficients et vous n'assurez pas justement le respect de l'intégrité, par exemple du principe d'intégrité. Donc là, il y aurait une vraie difficulté. Donc il faut absolument sur ces factures hybrides mettre en place un contrôle de cohérence entre l'image et les données. Bon, ça paraît du bon sens quand même, malgré tout, la piste d'audit. Hein. C'est contrôler que quand on reçoit une facture, contrôler qu'elle est correcte et quel est le mécanisme en place pour la valider. Hein. Ça reste. Alors, c'est vrai que le temps passe, on va pas forcément pouvoir répondre à toutes les questions en séance. On en a malgré tout, on va essayer d'en prendre une. Pour un groupe, faut-il un certificat par société, donc par raison sociale, ou peut-on avoir un seul certificat pour plusieurs sociétés d'un même groupe? Alors non, parce que deux étoiles de mémoire, Eric, est-ce que c'est personnel, hein, de toute façon, donc non. Donc alors, ma connaissance, la partie signature, c'est effectivement personnel. Après, la notion de cachet serveur, c'est plutôt personne morale. Oui, c'est ça. Donc après, c'est-à-dire c'est un serveur qui signe, hein, non personne morale, en masse. Donc après, d'un point de vue légal, est-ce que c'est qui signerait en personne morale à la raison sociale ou chaque société? Non, moi si c'est le cachet serveur effectivement une notion de personne morale, la logique vu qu'il y en ait une par personne morale, on peut pas, il n'y a pas de reconnaissance des groupes en fait, hein, en France de manière voilà, on reconnaît toujours les personnes morales comme étant des redevables tous les uns les autres, y compris si on est dans un système d'intégration fiscale. Il y a toujours une survivance, enfin une existence toujours de la personne morale au plan juridique. Ok. Je vois mal un cachet pour le cachet attribué à la personne morale, il y en aura un par personne morale, et les signatures attachées aux personnes physiques sont attachées donc aux personnes physiques. Okay. On a encore pas mal de questions, mais il y en a une que je vais prendre parce que l'heure passe et on arrive au terme de l'heure. Une question très pratique. Pour une entreprise qui déciderait de se lancer, enfin pas de se lancer, mais en fait de mettre en œuvre sa piste d'audit fiable dans les règles de l'art, comment faire? On commence par alors effectivement, il y a enfin Fidal évidemment fait ce type de mission et en fait de plus en plus, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu un élément très important de notre équipe TVA. En fait, si vous voulez, nous on part de l'existant, donc on a des questionnaires et on part de la situation existante de l'entreprise, on discute des procédures des entreprises avec les parties prenantes principales, hein, c'est fait la direction comptable, la direction informatique, voilà. Tout ça dépend aussi de la taille des entreprises et en fonction de ces interviews et des réponses à ces questionnaires, on travaille main dans la main avec l'entreprise pour l'aider en fait, pour lui rédiger ou l'aider à rédiger la documentation. Et effectivement, c'est un travail qui, une fois qu'on a l'habitude, s'organise plutôt bien. Mais il faut effectivement travailler en mode projet et avoir une bonne connaissance des réglementations fiscales, des process comptables. Donc aujourd'hui on a des missions qui sont très variées parce que ça dépend essentiellement à la taille et à la complexité des entreprises et aussi à la variété des systèmes de facturation qu'elles manipulent. Des entreprises où ça peut se faire très très vite et des entreprises où
on est obligé de prendre un petit peu de temps parce qu'il y a plusieurs flux et il y a des flux EDI avec des flux en signature, des flux en papier où on a un peu toute la variété. Voilà. Et l'essentiel du sujet aussi consiste à retravailler sur les habilitations des uns et des autres, les pouvoirs de signature. Effectivement, il y a quand même beaucoup d'entreprises où, à l'occasion de la mission, c'est aussi l'occasion de rappeler un certain nombre de règles, de remettre un peu les choses d'équerre, parce que c'est des sujets qui parfois sont pas toujours suivis année après année. Voilà. Parfait, merci beaucoup Thibaut. Bon, on a légèrement dépassé, mais je pense que ça valait quand même le coup de se pencher sur ces sujets. Okay. Merci Eric. À très bientôt, merci. Merci à vous pour votre participation. Vous avez été assez nombreux à participer, donc et nous espérons vous retrouver sur un de nos prochains webinars. Donc à très bientôt. Merci, au revoir Thibaut. Merci, au revoir. Au revoir.